Say it louder. I've abandoned my child! I've abandoned my child! I've abandoned my boy! Aujourd'hui, tu ne vas pas voir une bonne interprétation, ni même une brillante. Tu vas voir la meilleure performance de l'histoire du cinéma. Une interprétation si extrême, si hypnotique, si terrifiante, que même parmi les plus grands acteurs du monde, personne n'ose s'y comparer. Et ce n'est pas une simple opinion. Critiques, cinéastes et comédiens l'ont qualifié d'insurpassable. Une performance qui a tout changé. Car lorsque Daniel Day-Lewis est apparu dans There Will Be Blood, la barre de ce que pouvait être une interprétation a été définitivement brisée. Mais pour comprendre pourquoi elle est insurpassable, il faut d'abord voir celles qui, jusqu'alors, étaient considérées comme les meilleures. Des interprétations légendaires qui ont défini des époques, des rôles qui semblaient inaccessibles. Jusqu'à ce que Daniel Day-Lewis arrive et qu'il élève tout à un niveau que personne n'aurait cru possible. Will you shut the fuck up and listen to me? Just listen to me! Al Pacino livre ici l'une des interprétations les plus viscérales de l'histoire. Il incarne un braqueur désespéré, traversé par une charge émotionnelle incontrôlable. Son énergie est chaotique, mais millimétrée. Il passe de la peur à la rage, de la tendresse à l'effondrement, sans jamais sembler jouer. Chaque geste, chaque mot, chaque silence est une explosion de vérité, avec une spontanéité inédite. C'est le portrait d'un homme au bord du gouffre, et Pacino en fait quelque chose de profondément humain, tragique et magnétique. Meryl Streep, dans Le choix de Sophie, est tout simplement dévastatrice. Elle joue une femme polonaise marquée par l'horreur, avec une sensibilité et une précision surhumaine. La scène du choix est l'un des moments les plus douloureux du cinéma, et Streep l'habite avec une fragilité terrifiante. Le plus impressionnant, elle a appris 2 langues pour ce rôle, et parlait anglais avec un accent polonais parfait. Une performance complexe, bouleversante, inoubliable. De Niro, lui, s'est totalement transformé pour devenir Jake LaMotta. Il a pris et perdu 30 kilos, appris la boxe, fusionné avec son personnage. Mais ce qui frappe vraiment, c'est comment il capte la violence intérieure de LaMotta. Il ne frappe pas seulement sur le ring, il s'autodétruit. Son regard reflète la culpabilité, la jalousie, la haine, la vulnérabilité. Une interprétation physique, bien sûr, mais surtout psychologique, et d'une noirceur abyssale. Une immersion totale qui a changé l'histoire du cinéma. I'm sorry. I don't know why you did it. I do it to him, I do. Oh. Brando, lui, se livre ici presque de façon suicidaire. Il incarne un homme brisé, sauvage, confronté à sa propre décadence émotionnelle. Ses monologues, improvisés, sont déchirants, comme les cris d'un être qui n'a plus rien à perdre. Il se met à nu, ne joue pas, canalise sa propre douleur, celle de la mort de sa femme, et se montre sans filtre à la caméra. Une performance brute, dérangeante, intensément intime. Brando ne cherche pas à plaire. Il cherche à dire la vérité, en se dévoilant totalement. Mais en 1957, naît celui qui allait tous les éclipser, devenant le plus grand acteur de l'histoire du cinéma. Tandis que d'autres enchaînaient les tournages, lui disparaissait pendant des années. Il choisissait chaque rôle comme si c'était le dernier. Et lorsqu'il acceptait, il se jetait dans le vide. Sa première grande explosion arrive en 1989 avec My Left Foot. Où il interprète l'artiste Christy Brown, qui ne pouvait bouger qu'une partie de son corps. Ce que d'autres auraient bien vu comme un défi technique, il en fait un acte de possession. Il reste dans le personnage et dans la paralysie même hors caméra, nourri par des assistants, et termine avec 2 côtes cassées à cause de la tension permanente. Le résultat est brutal, son premier Oscar. Et avec lui, une question surgit à Hollywood. Jusqu'où est-il prêt à aller? La réponse, plus loin que quiconque. Dans Le Dernier des Mohicans, il vit dans la forêt, chasse sa propre nourriture,
apprend à traquer dans Au nom du Père, Right, that's my fucking name, sir. You can write what you like. il s'enferme plusieurs jours dans une cellule, refuse de manger, laisse les autres acteurs le maltraiter pour entrer dans la peau de Jerry Conlon, injustement condamné. Un autre Oscar l'effleure, mais il le laisse passer, car les prix ne l'intéressent pas. Seule la vérité compte. Entre deux films, il disparaît. Pas d'interview, pas de couverture, pas de contenu. Juste le silence, ou la préparation. Dans The Boxer, il s'entraîne comme un boxeur professionnel pendant plus d'1 an. Ensuite, silence. Il se retire. Il devient cordonnier à Florence. Personne ne s'attendait à le revoir. Mais en 2002, il explose comme une bombe dans Gangs of New York. On my challenge, by the ancient laws of combat, Scorsese l'appelle pour jouer Bill le Boucher. Day-Lewis se donne à nouveau corps et âme. Il apprend à lancer des couteaux, travaille avec de vrais bouchers et parle avec un accent du 19e siècle même hors tournage. Pendant le film, il attrape une pneumonie, mais refuse un manteau moderne, car cela n'existait pas à l'époque. Il ne s'arrête pas. Il termine le film et disparaît de nouveau. On pensait qu'il avait déjà tout donné, qu'il avait atteint le sommet de l'art dramatique. Mais ce n'était qu'un prologue. En 2007, il revient et livre l'interprétation la plus extrême, la plus précise, la plus terrifiante de toute l'histoire du cinéma. Daniel Day-Lewis franchit une ligne que personne d'autre n'a franchie. There Will Be Blood n'était pas juste un film. C'était une descente aux enfers. Et lui choisit de ne pas l'interpréter, mais de l'habiter. La transformation commence bien avant le tournage. Il s'isole dans le désert, sans téléphone, sans contact extérieur. Il étudie les pionniers du pétrole, apprend chaque geste, chaque outil, chaque mot. Il devient obsédé par la manière de parler de l'époque, par l'accent exact. Il mélange des voix réelles, d'enregistrements oubliés, à la cadence de John Huston, pour créer une voix unique. Pour comprendre l'ampleur de ce qu'il a créé, il suffit de comparer sa voix dans le film à celle de son discours aux Oscars. For whacking me with the handsomest bludgeon in town. I drink your milkshake. I drink it up! Ce sont deux personnes différentes, mais ce n'est que le début. Sur le plateau, il ne sort jamais du personnage. Il est Daniel Plainview tout le temps. Froid, menaçant, isolé. Il ne parle à personne. Il vit comme un homme au bord de la rupture. Un prédateur qui a perdu toute foi en l'humanité. Son intensité dévore tout. La tension avec Paul Dano, l'antagoniste, est réelle. Dano l'a dit. Parler à Day-Lewis, c'était parler à un véritable monstre. Les scènes les plus violentes et destructrices n'étaient pas des catharsis. Elles étaient le fruit de mois d'accumulation. Quand il crie, frappe, tue, on ne dirait pas qu'il joue. On dirait qu'il est possédé. La célèbre scène du baptême, où Dano gifle Plainview encore et encore, était réelle, douloureuse, brutale. Comme tout dans cette production. Paul Thomas Anderson, le réalisateur, le laissait faire. Parfois, la caméra ne bougeait même pas. Ce qui se passait devant elle, c'était de l'histoire du cinéma. Et quand le tournage se termine, il ne reste plus rien de Day-Lewis. Le personnage l'a consumé. Plainview n'était pas un rôle, c'était une entité. Elle l'a habité, isolé du monde, vidé de son âme. Il l'a dit lui-même. Après avoir interprété quelqu'un comme ça, tu ne peux pas juste rentrer chez toi et redevenir toi. Pendant des semaines, il ne sait pas comment revenir à la réalité. Il s'éloigne du cinéma, du bruit, de tout. Pas d'interview, pas de fête, pas de recherche de reconnaissance. Il gagne son 2e Oscar. Le monde l'acclame. Mais lui, il n'est déjà plus là. Car Plainview a tout emporté. Et depuis, plus rien n'a été pareil. Il joue encore une fois, des années plus tard. Il remporte son 3e Oscar, devenant l'acteur le plus récompensé de toute l'histoire. Mais quelque chose s'est brisé. Après son dernier film, Phantom Thread, il se retire pour toujours. Comme s'il savait qu'après Daniel Plainview, il n'y avait plus de cinéma à faire. Et cela soulève une question. Personne n'a été prêt à disparaître du monde pour un rôle comme lui. Personne n'a livré son corps, son esprit et son âme avec une telle intensité. Car ce n'était pas une performance, c'était une transformation. Et le prix à payer a été l'âme, l'humanité et la santé mentale. Tandis que d'autres jouent. Lui, il devient. Il s'efface. Il se détruit. Il ne joue pas de l'extérieur. Il joue de l'intérieur.
Il vit dans son personnage jusqu'à s'y perdre. Et ce qu'on voit à l'écran, ce n'est pas un acteur. C'est quelque chose de sauvage, réel, irrépétible. Daniel Plainview ne peut pas être copié. Il ne peut pas être répété. Ce qui le rend si terrifiant, c'est qu'il ne semble jamais fictif. Tu ne vois pas Day-Lewis faire semblant. Tu vois un monstre naître là, devant tes yeux. Et voilà la vérité. Beaucoup ont impressionné. Certains ont ému. Mais personne n'a été aussi profond. Personne n'a été aussi extrême, aussi brutal, aussi honnête. Depuis There Will Be Blood, tous les acteurs ont un plafond invisible. Et ce plafond, c'est Daniel Day-Lewis qui l'a posé. Personne ne l'a dépassé. Et personne ne le fera. Car personne d'autre n'a été prêt à disparaître. À jamais. Et maintenant que tu as vu ce dont un acteur a été capable, la question est, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine de se livrer autant, de disparaître, de se briser de l'intérieur, juste pour raconter une histoire? Ce n'était pas un hommage, c'était un témoignage de ce qui arrive quand quelqu'un n'agit pas pour être reconnu, mais parce qu'il ne peut faire autrement. Si tu as aimé cette vidéo, laisse ton avis en commentaire, un like et abonne-toi. Merci d'avoir regardé Ciné Prime.